Alors, enchantée, Valentin, ravie de te revoir pour ce webinaire aujourd'hui. J'espère que les participants, vous nous entendez bien. N'hésitez pas à nous poser des questions ou à confirmer que vous m'entendez bien, en tout cas sur le chat du Zoom, juste ici. En tout cas, on est ravis de discuter aujourd'hui avec Valentin du pacte d'associés de la répartition du capital. Euh, donc, rapidement, si je repars sur les slides pour vous montrer, hop. Voilà, le titre aujourd'hui de notre sujet. Comme je le disais, le pacte d'associer la répartition du capital et surtout cette question pour toute personne qui souhaite lever des fonds, que ce soit en dilutif comme en non dilutif, comment sécuriser sa start-up. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, tout d'abord, on va se présenter, Valentin et moi, pour vous expliquer un petit peu plus, voilà, quel est notre background, pourquoi est-ce qu'on a voulu évoquer ce sujet aujourd'hui. Et ensuite, on va parler des mécanismes de financement, rentrer plus dans le détail des fonds propres et quasi-fonds propres, du pacte d'associés à proprement parler et prendre en fait un exemple type de comment faire rentrer un cofondateur dans un projet et les questions types que vous allez avoir de la part des investisseurs, que ce soit en dilutif ou en non dilutif, quand on a justement l'entrée d'un cofondateur. Donc Valentin, est-ce que tu veux peut-être te présenter et je reprendrai Ouais, ensuite? carrément, carrément. Bah, enchanté, bah, du coup, tout le monde. Normalement, je crois que tout le monde nous entend bien, donc c'est parfait. Moi, pour me présenter, ça fait 4 ans que je suis à 3i Financement. Là, au poste auquel je suis, globalement, je suis account manager. Donc, j'accompagne justement des entrepreneurs dans leur quête, justement, d'aller chercher des fonds non dilutifs, parce que logiquement, globalement, notre 3i Financement est spécialisé dans justement l'expertise et dans le conseil de tout ce qui est non dilutif. Pour vous faire assez simple, hein, sur la partie 3i Financement, trois grandes parties. Une grande partie sur la partie innovation, donc très centrée sur la R&D, le pôle justement auquel je participe, donc très centré avec la BPI, l'ADEME, France 2030. On a aussi du coup une partie beaucoup plus classique sur la partie bancaire, financement d'actifs, financement de BFR, et une autre sur la partie internationale. C'est peut-être dans un temps deux, mais c'est au moment où globalement vous avez gagné votre marché français, il y a aussi des aides pour aller à l'international. Donc ça, c'était vraiment notre expertise première, mais on a rajouté du coup, donc il y a à peu près 3 ans, la partie aussi fiscalité, donc fiscalité, crédit d'impôt recherche, innovation, GUI. Donc vraiment pour avoir le packaging à 360 sur le non-dilutif, on va dire. Et du coup, comment on opère ça? Deux casquettes. La première, c'est comprendre votre besoin, l'identifier et créer la meilleure roadmap de financement possible. Et la deuxième, beaucoup plus opérationnelle, on s'occupe de monter le dossier et faire tout le suivi administratif pour vous jusqu'à l'obtention des fonds. Voilà globalement du coup sur la partie 3i. Et moi, pour vous donner un peu plus de contexte sur moi, j'ai fait les études de finance assez basiques, on va dire, sur ça, plus une spé en finance de marché, que je n'ai pas suivi du coup. J'ai pas fait de marché, je suis resté du coup dans la finance d'entreprise. Voilà globalement à peu près sur moi. N'hésitez pas s'il y a des questions, quoi que ce soit, on pourra compléter. Je te laisse Super. d'abord si tu veux te présenter du coup, Raphaël. Oui, parfait. Merci beaucoup, Valentin. Donc, de mon côté, je suis responsable des opérations chez Silly Goals. Donc, Silly Goals, c'est une entreprise qui accompagne les startups dans leur levée de fonds, que ce soit de la recherche des investisseurs au fait de créer son pitch deck, s'entraîner à pitcher aussi, jusqu'aux documents juridiques. Ça, c'est vraiment notre cœur de métier. Donc, on parle justement de packs d'associés comme aujourd'hui, mais de voilà, la documentation pour accompagner cette fois-ci en dilutif. Nous, on est vraiment spécialisé dans ce qu'on appelle aussi l'equity. Donc, dans deux mécanismes principalement, le BSAR et la levée de fonds en equity. Ce ne sera pas notre sujet aujourd'hui, mais voilà, on accompagne toutes les startups dans leur levée de fonds et aussi dans la structure et le partage du capital. Donc, vous avez peut-être déjà entendu parler des dispositifs des BSPCE ou BSA Advisor. Et donc, on accompagne aussi les entrepreneurs sur ces sujets. Et plus précisément de mon côté, donc moi je viens du milieu juridique. J'ai fait des études de droit en France et aux États-Unis. J'ai travaillé en cabinet d'avocat, plutôt dans la partie propriété intellectuelle, avant de rejoindre Silly Goals en 2022. Et donc ça fait quelques années maintenant que j'accompagne les startups justement dans leur levée de fonds. Et moi je me concentre vraiment sur cette partie juridique, documentation. Donc voilà, à peu près pour Silly Goals et pour ma part.
Parfait, parfait, parfait. Eh bien, let's go alors, on dans le vif du sujet. Super. Donc oui, on s'est dit avec Valentin que le mieux, ce serait de parler en fait des mécanismes de financement pour introduire notre sujet d'une certaine façon. Donc l'idée ici, c'est de rappeler dans les très grosses lignes les différents mécanismes de financement. Donc le dilutif, c'est la spécialité donc de Silly Goals, comme je vous le disais à l'instant. Le dilutif, on parle de fonds propres ou de quasi-fonds propres, et c'est les augmentations de capital, donc ce qu'on appelle aussi la levée en equity, et le mécanisme du BSR ou du quasi-equity. Quasi-equity parce qu'en BSR, les investisseurs n'entrent pas au capital tout de suite, mais dans un moment différé. Le résultat est le même. Au final, il y aura quand même des investisseurs qui vont entrer au capital, donc ça veut dire forcément de la dilution. Vous le voyez sur ce merveilleux graphe juste au-dessus, les fondateurs auraient ce que vous voyez en vert clair, et les investisseurs, s'ils ont par exemple 25% du capital, pour faire simple, auraient la partie en bleu foncé. Donc voilà pour la partie dilutive. Ensuite, sur le dilutif, non dilutif, quand on parle de quasi-fonds propres, on parle notamment de comptes courants d'associés ou d'obligations convertibles. En fait, ces deux mécanismes, ils peuvent être dans du dilutif comme du non dilutif parce qu'ils sont voués soit à ce que les personnes entrent au capital, soit à ce que les fonds soient remboursés. Donc, ça peut être vu comme de la dette dans un premier temps, et ensuite, cette dette, soit elle est épurée, on rembourse en fait les montants, soit qui ont été apportés par les associés avec les comptes courants d'associés, soit en obligations convertibles, donc par toute personne extérieure, soit on ne rembourse pas ces montants, mais les personnes entrent au capital. Donc vous voyez bien que dans la première partie, remboursement avec de la dette, c'est du non dilutif. Les personnes n'entrent pas au capital. Dans la deuxième partie, en cas de conversion d'entrée au capital, on est dans du dilutif. Et enfin, pour du non dilutif, donc là, c'est ce qu'on appelle voilà, la dette, les subventions, les prêts bancaires. Donc, on a mis quelques exemples, emprunts bancaires, prêts financés par l'État, donc par exemple la BPI, et Valentin entrera un peu plus sur ce sujet dans la prochaine partie. Euh, on reprend aussi tout ce qui est prêt d'honneur, participatif, les subventions à nouveau. Donc ça, vous l'avez compris, le non dilutif, c'est vraiment dans le cas où les personnes n'entrent pas au capital et les montants seront au final remboursés. Euh, et si on rentre plus dans ce mécanisme justement de dilutif, non dilutif et des quasi-fonds propres et fonds propres, Valentin, je te laisse la main sur cette partie. Ouais, carrément, bah, dites-vous dans tous les cas que tout est lié et surtout, il y a un énorme point d'intention qu'il faut avoir, c'est que tout ce qui va fonctionner du coup pour aller chercher du non-dilutif, donc comme là, Raphaël l'a dit, que ce soit de la dette, des subventions auprès de BPI, tout marche en cofinancement. C'est d'abord vous, vous apportez, enfin du moins d'abord la société doit apporter et ensuite un financeur public ou privé va vous suivre à côté. L'idée de ça, c'est il faut dans tous les cas montrer que vous avez déjà au préalable des fonds qui peuvent être alloués justement à des dépenses, etc. Mais du coup, la première idée qu'on va se dire, c'est bah, très bien, mais j'ai créé ma société ou je vais bientôt la créer. De quelle manière je peux augmenter du coup soit mes fonds propres, soit mes quasi-fonds propres? Oui, il y a les deux grandes catégories. La partie donc vraiment fonds propres et quasi fonds propres. Dans la partie fonds propres, ça va être vraiment dans un premier temps l'injection initiale, donc vraiment le capital social, et on peut prendre comme exemple soit du fondateur ou de la fondatrice. Donc, c'est vraiment l'argent qu'on va tout de suite injecter dans la boîte pour montrer du coup le capital social et dire vraiment c'est le cœur de la société, le capital social. Il y a le deuxième point, ça va être aussi parfois des apports en nature. L'apport en nature, ça va être, imaginons, soit vous avez déjà développé des choses auparavant, vous avez déjà des brevets et autres que vous voulez du coup apporter d'office à la société. Le seul sujet des apports en nature, qui est du coup différent de l'apport en numéraire comme l'injection de capital, l'injection pardon, au capital social, c'est que l'apport en nature, en fait, ne va pas avoir de valorisation du coup cash directement. Ça peut tout de suite valoriser d'un point de vue du coup vraiment comptable, et en fait, à la fin, ça revient au nerf de la guerre de très bien, mais à date, combien la société a d'argent. Donc ça reste un bon mécanisme, mais il faut quand même avoir l'idée en tête il faut toujours associer ça tout de même avec du cash qui peut être disponible dans votre société. Le troisième point, ça va être bon, assez classique, la levée de fonds. Vous faites entrer des personnes au capital, des personnes, donc justement, des VC, des BA, etc. Donc, c'est des personnes qui vont prendre une part de votre capital, mais en échange, du coup, de vous donner de l'argent. Idem, ça va venir renforcer vos fonds propres, parfois d'un montant très conséquent d'un coup, et c'est ce qui va vraiment permettre, du coup, de faire les effets de levier avec. Enfin, l'un des quatrièmes, c'est aussi les résultats de l'exercice. Alors, celui-là, il est à double tranchant. Quand je dis double tranchant, c'est
S'il est positif, il va venir vous l'augmenter. Donc, ça veut dire que sur votre fin d'année, vous avez été en positif, donc vous avez fait des gains. Donc, ça va venir renforcer votre fonds propre. Sauf que comme quasi pour cent, allez, 90% des deux boîtes, des 2 années d'une première boîte, voire 3 années, parfois les résultats d'exercice, donc du coup, sont négatifs. Ça va du coup venir empiéter sur vos fonds propres et venir les diminuer. La, la deuxième partie, du coup, c'est les quasi-fonds propres. Tout ce qui va être du coup donc, au niveau du compte courant d'associé, donc c'est vraiment, ça peut être vous qui injectez de l'argent dans la boîte, pas sous forme de capital social, mais vraiment sous forme de compte courant d'associé. Et en fait, ça va venir une dette, donc c'est une dette que la société a envers vous. Idem aussi, la love money qui peut être parfois considérée selon les mécanismes, aussi parfois en fonds propres, mais là, je l'ai laissé dans la partie quasi fonds propres. C'est vraiment tout ce qui est friends and family, autour de vous qui peuvent vous prêter de l'argent parce qu'ils croient en vous, ils croient en votre projet pour et également aussi augmenter vos quasi-fonds propres, souvent liés quand même au-delà du compte courant d'associé. Et enfin, il y a les prêts d'honneur qui ne sont pas oubliés parce que c'est vraiment des mécanismes qui peuvent vraiment vous aider, surtout au début, pour si vous n'avez pas la capacité d'injecter de l'argent au tout début dans votre société, ce qui est parfois normal, il y a des organismes qui peuvent vous aider du coup à injecter de l'argent au tout début. La force du prêt d'honneur, c'est que c'est un prêt fait à vous, à la personne, et que vous êtes censé, et même quasi obligé, de redescendre cette somme dans la société. Idem, c'est souvent réalisé aussi en concurrent l'associé. C'est pour ça que les trois sont généralement liés. Mais pourquoi je vous dis tout ça? C'est que du coup, comme je vous l'ai dit au tout début, tous ces fonds, donc ce cash que vous allez apporter à la société, c'est ce qui va permettre de du coup, faire un effet de levier à côté pour aller chercher les subventions, la dette auprès de notre acteur. Je fais parfaitement ma transition côté de la dette pour la prochaine slide, Raphaël, où en gros, niveau du coût de la dette, il y a enfin, du moins un calcul qu'il faut quand même avoir en tête, c'est que tous vos capitaux propres, donc vraiment tout l'argent que vous pouvez injecter dans votre société, le capital social, les primes d'émission, donc ça a été levé de fonds, imaginons, idem aussi qu'on peut rajouter via les quasi-fonds propres, les concurrents d'associés, etc. Tout ça, dites-vous, ça vous fait votre enveloppe. Imaginons une enveloppe de 100 000 euros. Sur ces 100 000 euros, donc c'est vraiment à date ma capacité où je peux faire un effet levier sur celle-ci. Sauf qu'on va devoir revenir retraiter quand même des choses si vous avez un historique déjà de la dette ou autre. Il faut toujours retraiter du coup vos résultats nets. Donc imaginons si vous avez des pertes sur cette année, vous avez fait moins 20 000, il vous reste en fait que 80 000 euros de capacité d'endettement. Idem sur vos reports à nouveau. Dites-vous, classiquement en comptable, enfin, le report à nouveau, c'est la somme de tous vos résultats nets. Si vous avez déjà deux années, ça peut potentiellement avoir déjà deux résultats nets négatifs. Imaginons notre report à nouveau est aussi à moins 10, ce qui nous fait du coup, il ne nous reste plus que 70 000 euros de capacité d'endettement. Et idem, on va venir retraiter ça à toute votre dette qui avait potentiellement déjà été acquise par une banque ou imaginons même la BPI. Vous avez déjà une dette de 50 000. Au final, votre réelle capacité d'endettement au point de vue comptable n'est que de 20 000 euros. C'est vraiment ce mécanisme qu'il faut avoir en tête, surtout sur des années de plus 1, plus 2 d'exercice. C'est vraiment ces calculs-là, bêtes et méchants, que les financeurs, que ce soit BPI, banques et autres, vont faire ce calcul-là pour comprendre combien on peut vous prêter, combien votre société est, entre guillemets, financièrement stable et permet de pouvoir vous réendetter. Là où, du coup, ce qui fait le lien, du coup, avec notre idée, c'est que autre que le fait qu'il y a des critères, du coup, d'un point de vue purement financier, comptable, il y aura aussi, du coup, tous les critères que vont regarder, du coup, les financeurs via le pacte d'associés. C'est surtout ça qui va être déterminant parce qu'il va y avoir beaucoup d'autres questions, surtout si vous êtes tout seul ou à plusieurs. Là, du coup, ce qui nous fait notre petite transition vers, du coup, le côté Raphaël sur la partie du pacte, mais dites-vous qu'un pacte, c'est aussi le moment presque au tout début de votre société qui va pouvoir déterminer les discussions que vous pourrez avoir avec d'autres financeurs à ce niveau-là. Exactement. Et avant de passer sur la partie pacte d'associés, Valentin, est-ce que, une question rapide, est-ce que tu dirais que dans les dettes historiques, on peut compter justement les comptes courants d'associés dont on a parlé juste avant? Exactement, ouais. Dans les concurrents associés, l'idée, c'est que si c'est vraiment de l'argent de votre côté que vous avez injecté en mode concurrent associé, ça va venir renforcer vos quasi-fonds propres. Donc, ils ne vont pas venir le retraiter en moins, ça va justement faire un plus. Tout ce qui va être dit dette historique, ça va être vraiment dette financière pure et dure, côté bancaire, BPI et peut-être d'autres organismes. Mais tout ce qui va être les concurrents associés, ils vont du coup vous les valoriser. Idem aussi, côté BPI. BPI peut aussi vous demander, imaginons, vous allez chercher la première subvention, imaginons une bourse French Tech, vous avez mis 1 000 euros de capital social, vous injectez 29 000 euros de concours en associé
pour avoir à peu près les 30 000 € requis pour une bourse French Tech. La BPI peut vous demander aussi de vous faire signer sur l'honneur un fichier de non-remboursement justement de ces concours d'associés pour qu'elle-même se sécurise en disant, je sais que pendant les 12 prochains mois, tu ne vas pas te rembourser avec l'argent que je vais te prêter, globalement. Mais sinon, non, non. Les concours d'associés sont valorisés. Si par contre, il y a une échéance où on sait que ces concours d'associés vont être remboursés d'ici 2 mois, logiquement, là, oui, par contre, ils vont être retraités. Et dans cette même logique, j'en profite pour rebondir. Merci beaucoup pour ces précisions. Effectivement, la BPI veut s'assurer que l'argent ne soit pas pour rembourser les associés qui ont prêté à la société via des concours en associés. Et ce sera la même chose côté dilutif. Globalement, les business angels peut-être un peu moins, mais les fonds, les VC, Venture Capital, vont forcément poser cette question et s'assurer aussi que s'il y a une levée de fonds, le montant injecté par eux ne sera pas pour rembourser les comptes courants d'associés. Donc généralement, ils vont demander à ce que la dette soit épurée avant même de lever des fonds. Et disons que c'est un sujet vraiment de négociation avec les fonds VC aussi. Voilà, pour ces précisions sur les comptes courants d'associés. Si on parle maintenant du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, donc l'idée, voilà, c'était de reprendre un petit peu le non-dilutif, le dilutif, les différents mécanismes de financement. Euh, on parle du pacte d'associés souvent dans le cas où on a une levée de fonds, on a des nouveaux investisseurs et il faut négocier des droits de gouvernance, etc. L'idée ici, c'est de parler du pacte d'associés plutôt avant d'aller lever des fonds. Donc, globalement, dès que vous êtes deux dans la société, deux cofondateurs ou cofondatrices, trois, quatre, etc., mais dès qu'il y a plusieurs personnes, l'idée du pacte d'associés, c'est d'encadrer les relations entre actionnaires. Et les principales questions à se poser avant de lever des fonds, comme on l'a mis ici, c'est non seulement quel livra, pitch deck, business plan, les profils d'investisseurs à cibler, que ce soit les institutions BPI ou les investisseurs privés, comment préparer son roadshow, mais surtout, quelle sera la répartition du capital et la gouvernance. Et c'est cette dernière question qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire que le pacte d'associés va venir encadrer les relations entre actionnaires, entre cofondateurs, mais surtout va venir expliciter quel est le rôle de chacun, quelle est la répartition du capital et du rôle de chacun, et quelle est la gouvernance. Parce que le pacte, généralement, il est en trois parties. Une première partie justement sur la répartition du capital et sur les règles concernant les actions. Qui peut faire quoi avec ses actions? Qui peut vendre ses actions? À qui? Dans quel ordre? Est-ce qu'il y a des droits, par exemple, de préemption? C'est-à-dire, il faut aller d'abord demander aux cofondateurs s'ils veulent racheter des actions avant de pouvoir les vendre à des personnes extérieures, ce genre de choses. Ensuite, vous avez une deuxième partie où là, ce sera vraiment les droits économiques qui sont généralement négociés avec des investisseurs, donc pas vraiment dans le cadre de notre pacte fondateur, d'une certaine façon. Et la troisième partie, c'est la gouvernance. Donc ça, c'est très important de comprendre qui au sein du projet est nommé dirigeant, donc représentant légal de la société, mais en dehors de la partie légale et de ce qui est indiqué sur votre cabis, qui s'occupe de quoi, qui est directeur de quel département au sein de la société. Et dans le cas où vous avancez un peu plus dans la vie de la société, que vous allez négocier avec des investisseurs, la gouvernance, ça peut aussi être synonyme de mise en place d'un comité stratégique ou d'un board. Donc ça, pareil, c'est pas quelque chose dont on va parler aujourd'hui parce qu'on essaie de se concentrer sur le pacte fondateur et non le pacte négocié avec des investisseurs. Mais avoir en tête que quand on parle de gouvernance, c'est aussi ces sujets-là, aussi ces sujets de board, de décision stratégique votées par un comité stratégique. Donc, le pacte d'associés, c'est surtout cette dernière question avant, quand on présente son dossier à des investisseurs comme à des institutions. Quelle est la répartition du capital? Quelle est la gouvernance? Euh, et avant de rentrer dans le détail de un exemple, c'est-à-dire l'entrée d'un cofondateur, ce que je peux ajouter aussi sur le pacte d'associés, les questions qu'on va souvent se poser, c'est par rapport aux différentes personnes qui sont dans le capital et donc qui sont aussi signataires du pacte, c'est les mêmes, les cofondateurs. Euh, qui fait quoi? Quelle est la répartition des rôles? Qui est le CTO? Qui est le CEO? Qui est le directeur commercial? Qui va s'occuper de la stratégie, du marketing? Souvent, bien sûr, à deux ou trois personnes, on est multicasquette. Donc, il va y avoir une personne qui va faire la moitié du job et l'autre personne l'autre moitié, évidemment. Mais c'est les questions qui seront posées et ça fait partie des attentes des investisseurs et des institutions.
Donc ça, ce sera reflété dans le pacte, notamment avec la répartition. Donc est-ce qu'on a une répartition 50-50? Est-ce que certains des cofondateurs sont à 100% dans le projet ou est-ce qu'ils sont à mi-temps? Est-ce qu'ils ont encore leur ancien métier? Ce genre de choses. Ça, c'est des questions qui vont se poser forcément. Et ce sera aussi reflété dans la répartition. Donc, c'est non seulement ce qu'on va injecter dans le capital, comme l'avait expliqué Valentin, c'est-à-dire si on met un capital de 1000 euros, est-ce qu'on est à 50-50, chacun met 500 euros? Ou est-ce qu'on réfléchit un peu au-delà de seulement les chiffres et de se demander qui va vraiment contribuer à quoi dans ce projet, qui sera à 100%, qui sera peut-être pas à 100%, pourquoi, et comment présenter ça de façon avantageuse aux institutions et aux investisseurs. Donc, les attentes des investisseurs et des institutions, on l'a mis ici, donc que ce soit les BA, les fonds VC, la BPI, les banques, etc. C'est la répartition des rôles, profil tech, profil commercial, profil marketing. Ça, c'est très important de comprendre les rôles de chacun et qui mettre en avant à quel moment du projet. La répartition du capital et les choix de gouvernance. Donc, encore une fois, est-ce que c'est la personne tech qui sera aussi dans la gouvernance, donc qui va décider de la stratégie? Est-ce que tous les choix se font à deux, à 50-50? Ou est-ce qu'une personne a la main sur l'autre? Et ça, vous l'entendrez aussi peut-être que dans certains cas, c'est peut-être pas une bonne idée de faire 50-50, mais plutôt 51-49 d'une certaine façon, pour que, en cas de désaccord, il y ait toujours une personne qui puisse décider et prendre la main et qu'on ne se retrouve pas dans des blocages. Ça sert aussi à ça, le pacte d'associés, c'est-à-dire si finalement il y a des décisions stratégiques qui doivent être prises en compte, euh, qui aura la main, qui aura la décision finale. Et ça, c'est des questions qui seront posées notamment par les investisseurs. Est-ce que quand on a une équipe de trois cofondateurs, les trois ont la gouvernance? Est-ce qu'il faut que les trois soient d'accord? Ou est-ce que, il y en a un qui porte le projet un petit peu plus que les autres d'une certaine façon? Et donc, c'est cette personne-là qui aura le dernier mot. Et ensuite, Valentin, pour prendre des exemples et des bonnes pratiques un peu plus précises, comme tu as été jury, notamment dans certains cas avec des personnes qui présentaient leurs projets, etc., il me semble que tu avais des exemples justement à montrer sur des bonnes pratiques de répartition du capital et les questions qui sont posées généralement par la BPI. Ouais, carrément, même avant de prendre l'exemple de la BPI, je ne sais pas si vous connaissez, bah, quand je prenais l'exemple des prêts d'honneur, mais tout ce qui était voilà, réseau initiative, réseau entreprendre, donc j'ai participé à plusieurs jurys du coup de réseau entreprendre. Et en fait, l'une des grandes questions à chaque fois, surtout quand on voyait au moins deux ou trois personnes, sincèrement, la première question, avant même que ce soit les questions financières, etc., c'était très bien, en plus de qui fait quoi, c'était surtout, est-ce que vous avez mis en place un pacte? Là où je veux en venir, c'est surtout, moi, cet élément où ça avait marqué, parce que c'était au tout début, et du coup, je n'avais pas ça en tête, mais c'était deux frères et un meilleur ami. Et en fait, du coup, les membres du jury, qui étaient beaucoup plus expérimentés que moi à ce moment-là, ont tout simplement dit, bah oui, mais qu'est-ce qui se passe si les deux frères décident du jour au lendemain qu'il ne veut plus travailler avec toi, le meilleur ami? Est-ce que vous êtes protégé? Est-ce que vous avez quelque chose, etc. Et en fait, la question était implicite de, est-ce que vous avez un pacte d'associés? Et en fait, ils se sont rendus compte à la fin que ils n'étaient pas protégés. Et du coup, il n'y avait aucun pacte d'associé entre les trois, il n'y avait pas de suivi, etc. Et sincèrement, ça a été l'un des points bloquants pour le moment là, à cette époque-là sur le point de vue du jury. Et par la suite, après, ils ont échangé ensemble justement pour les accompagner pour créer un bon pacte associé, etc. Mais ça avait été la première question d'office du réseau Entreprendre de oui, mais quid, où est-ce que vous en êtes au niveau du pacte d'associés? Parce que c'est vraiment un élément important, surtout quand vous êtes plusieurs, et au-delà de, par la suite, après, faire rentrer un cofondateur ou autre. D'un point de vue après, sinon purement BPI, même Réseau Entreprendre, hein, BPI, Réseau Entreprendre et bancaire, il doit à la fin quand même, ça reste des organismes qui vont vous prêter de l'argent. Leur idée première, c'est ils veulent retrouver cet argent. L'idée du non dilutif, c'est que c'est surtout une vision très cash et très opérationnelle, donc de genre, on va vous présenter les dépenses, on a besoin d'un budget, sur ce budget, à quelle hauteur vous pouvez nous accompagner. Là où je veux en venir, c'est du coup le pacte d'associés, en fait, peut préciser aussi, surtout au point de vue des financements non dilutifs,
Très bien, mais de quelle manière sont décidées à la majorité? Est-ce qu'il y a des propositions du dirigeant ou des, je sais pas, des montants plafonnés qu'ils ont déjà étudiés ensemble? En fait, l'idée, ça va être surtout de comprendre est-ce qu'il y a un pacte d'associés qui sécurise des financements, donc qui peut permettre d'aller accéder à d'autres financements, pardon, et surtout qui évite des conflits entre fondateurs pour le pilotage de la société. Car s'il y a un conflit, potentiellement la société n'ira pas bien. Si la société n'y va pas bien, mais qu'un organisme a prêté de l'argent, grande forte chance que si la société ne va pas bien, qu'à un moment, l'argent ne soit pas recouvré. Là où, du coup, aussi, sur la partie donc, vraiment centrée sur la partie BPI, ils vont beaucoup regarder quand même si le pacte n'empêche pas, du coup, la prise de nouveaux financements, s'il n'y a pas un veto abusif d'un actionnaire minoritaire ou autre, vraiment ciblé à ce niveau-là. Et surtout, bah voilà, comme je vous l'ai dit, qu'il y ait bien une gouvernance qui permette l'exécution du bon projet, surtout à ce niveau-là. Donc vraiment, les points à centrer au niveau de la BPI, les bancaires, c'est ils vont étudier si un pacte n'est pas trop rigide, s'il n'y a pas trop la dépendance, imaginons même si dans un stade numéro 2 vous avez fait rentrer un fonds, que le fonds n'a pas trop enfin, vous n'avez pas trop de dépendance au fond au niveau de prendre la participation de décision ou autre sur ça. Et en fait, l'idée derrière, c'est qu'ils vont vraiment se concentrer sur très bien, mais qui a la main vraiment sur l'innovation financière et surtout se dire, bah, si on vous prête de l'argent, à la fin, on veut s'assurer qu'il n'y aura pas d'autres problèmes à la suite sur d'autres dettes, financements, etc. Donc en fait, ils vont quand même regarder ça, même si ça reste votre pacte, eux, ça va les influencer derrière tout de même sur la gestion et savoir tout simplement, hein, très bien, mais est-ce que d'ici 18, 24, 36 mois, est-ce que je vais commencer à être remboursé oui ou non? Ça va être quand même, ils vont quand même avoir le regard financier derrière, quoi qu'il arrive. Ça va être surtout ça. Très clair. Et idem, si pour un peu plus continuer sur la partie du coup, faire entrer un cofondateur, sauf si je vais un peu trop vite, surtout n'hésite pas si tu me dis Raphaël, mais l'idée aussi d'après par la suite de faire rentrer un cofondateur, beaucoup, même si quand je dis beaucoup, j'ai pas les statistiques, mais beaucoup parfois de fondateurs, quand ils commencent logique, ils sont tout seuls. Alors oui, tout seul, on peut commencer à faire toutes les missions, etc. Mais au bout d'un moment, ça ne sera pas viable. Donc, on va potentiellement commencer à faire rentrer une personne. Dans les dossiers que moi, je vois le plus souvent, vu que c'est très centré sur la partie innovation, généralement, on va essayer de faire rentrer du coup un CTO, une personne qui va vouloir justement, une personne qui a la casquette vraiment commerciale, CEO, gestion, et la partie vraiment sur la partie CTO. Là où je veux en venir, c'est que la partie de BPI, c'est un point qu'ils vont énormément regarder. Comme je vous l'ai dit, ça va surtout se dire, bah, très bien, mais je vais vous financer sur la partie du coup R&D. Très bien, mais qui va le piloter, cette partie R&D? Et donc, en fait, ils vont généralement quand même vous demander, très bien, mais il nous faut une personne pour nous rassurer qu'il y aura bien une personne qui va rentrer, que ce soit au capital, mais au moins dans l'équipe, pour porter le projet R&D. Et à ce moment-là, généralement, dans les cas qu'on voit assez souvent en troisième financement, l'idée quand même se tourne très vite de, très bien, je vais faire rentrer un cofondateur, un CTO, comme ça on sera à deux sur le projet, deux d'équipement à 1000% sur la boîte, et comme ça on pourra avancer bien. Mais du coup, il y aura l'idée de, très bien, mais faire entrer quelqu'un, du coup, implique quand même des choix et des décisions à la fin. Et cette entrée d'un cofondateur, est-ce que tu le vois avec un timing qui revient souvent, peut-être 6 mois après la création de la société, quelque chose comme ça? Est-ce que c'est Ouais. quelque chose... Je vois beaucoup qui attendent même de créer la société. D'accord. Ils attendent d'avoir un CTO, entre guillemets, je ne veux pas me lancer tant que je n'ai pas trouvé, ou etc. Mhm. Généralement, sinon, la boîte est créée, etc. Généralement, c'est entre 6 à 9 mois. Il y a quand même la décision de pouvoir avoir quelqu'un. Alors, ce n'est pas forcément tout de suite d'avoir un CTO, mais ça se trouve, vous voulez faire entrer même un développeur ou autre pour le fidéliser, l'embarquer avec vous dans l'aventure. Potentiellement, vous allez lui céder 5, 10%, enfin voilà. Ça peut être aussi ces mécanismes-là, mais à la fin, il faudra quelqu'un qui pilote les dépenses R&D et les roadmaps techniques R&D, du moins dans le prisme de la BPI. Du coup, ouais, c'est vraiment des mécanismes qu'on voit souvent. Ouais. Très clair. Et sur la partie très innovation, ce qui est ta spécialité, effectivement, d'avoir un profil tech, c'est une limite obligatoire d'une certaine façon. On ne peut pas vraiment prétendre être dans l'innovation, euh, peu importe fintech, edtech, peu importe le domaine d'une certaine façon, sans profil tech dès le début. C'est ça, il y a vraiment, parce que l'idée derrière, c'est que la BPI va venir financer l'IP, donc vraiment la propriété intellectuelle et l'innovation derrière. À moins que de base, vous soyez un profil vraiment technique,
Ça peut fonctionner au début sur les premières, on va dire, petites subventions, sur les 1 an de la société. Mais tout le monde le sait à la fin, au bout d'1 an, vous allez scale up, et ce qui est normal, accélérer. On sait que vous ne pourrez pas tout faire, c'est sûr. Donc, vous devrez à un moment être accompagné parce que si vous êtes le CEO slash CTO parce que vous êtes tout seul, à la fin, les deux missions vont un peu se percuter. Il faudra à un moment recruter quelqu'un, peut-être pas tout de suite en tant que CTO, mais pour au moins vous déléguer cette partie-là. Et d'un autre côté, idem, hein, quand on revient sur la petite boucle, à la fin, c'est de l'argent qu'on vous a prêté pour une roadmap technique, etc. Ils veulent s'assurer qu'à la fin, la roadmap technique soit bien faite. Donc, qu'il y ait bien une personne qui ait pris le pas sur ces dimensions-là. Donc, à la fin, pour répondre à ta question, vraiment, ouais, la partie vraiment de l'équipe, l'équipe en interne, l'équipe autre que dirigeante, mais même l'équipe en plus que vous allez recruter dans les futurs mois, c'est vraiment un élément déterminant, surtout sur le point de vue innovation. Si vous me dites que vous voulez financer, vous faites la nouvelle IA du marché, etc., et que vous voulez recruter que les personnes en marketing sans connaissances techniques, ça pourrait être difficile d'aller convaincre certains financeurs. Ça, c'est sûr. Très clair. Et sur le côté faire entrer des personnes au capital, là on en a parlé comme si c'était évident, une personne a trouvé son cofondateur ou son troisième cofondateur, donc il entre au capital. Il y a les questions de est-ce qu'on fait voilà 50-50 ou 33-33-33 Mhm. ou un peu moins si voilà il y a une personne qui est un peu moins impliquée, etc. Euh, Est-ce qu'il y a aussi des questions, parce que moi je sais, côté investisseur, c'est le cas, mais côté aussi institution, BPI, banque, est-ce que c'est important de voir figurer ces personnes clés au capital, ou est-ce que une équipe dans l'innovation tech qui ne soit pas forcément cofondateur, c'est-à-dire ne détient pas du capital, n'est pas forcément bloquant? Ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant aussi à savoir. Ouais. C'est pas le plus bloquant d'un point de vue Mhm. financier. Imaginons si vous êtes à deux, bon, CEO, CTO vraiment déterminés, et vous avez une équipe de trois, imaginons en plus, donc une équipe de cinq sur la tech, etc. Il n'y a pas de sujet. C'est pas un élément vraiment différent, enfin différenciant pour une personne, enfin, surtout du point de vue financier. Et par contre, ce qu'on voit de plus en plus, et du coup, je prenais l'exemple de l'IA, mais même dans un point de vue pour convaincre une personne, un développeur, un ingénieur en IA de revenir rejoindre l'entreprise, en plus, parce qu'on voit que les salaires à ce niveau-là des personnes en IA commencent à augmenter énormément, vu que c'est des profils très recherchés, Mhm. comment les mécanismes que beaucoup, on voit là depuis au moins 1 an, pour, j'ai envie de dire, draguer ces profils-là, généralement, ils leur offrent du coup enfin, ils leur donnent ou leur proposent des parts quand même de la société pour faire partie de l'aventure à ce niveau-là. Ouais, ouais, ça, c'est des choses qu'on voit beaucoup. Après, sinon, vraiment, dans la structure capitalistique assez classique, c'est pas le plus gênant si pas toute l'équipe n'est pas au capital. Ça, c'est pas gênant. Et je dirais même, c'est même mieux que toute l'équipe ne soit pas au capital pour pas non plus se Exactement. faire trop diluer. Exactement. Là, je pense avec ma casquette plus juriste dans le dilutif. Mhm. Mais ok, très clair. Donc il y a vraiment aussi une chose qui est soulevée, qui est importante, c'est de faire la distinction, entre guillemets, entre l'équipe dirigeante fondatrice. Ouais. Donc cette équipe-là, c'est vraiment les rôles clés sans lesquels le projet n'existerait pas, en fait. C'est vraiment les humains devant le qui font vitrine de la société. Et ces personnes-là, c'est important qu'elles soient au capital, c'est important qu'elles soient signataires du pacte. Ça, je pense qu'on se rejoint, que ce soit pour le non dilutif comme le dilutif. C'est vraiment des questions que vous allez avoir de la part des fonds d'investissement, c'est sûr. En revanche, effectivement, l'équipe, ça fait partie d'une négociation pour pouvoir les avoir dans l'aventure que d'avoir une participation au capital. Mais là-dessus, il y a d'autres mécanismes qui existent pour ne pas les faire rentrer au capital directement, comme par exemple les BSPCE ou les BSA. BSPCE, c'est dans le cas où ce sont des personnes salariées, les BSA plutôt dans le cas de freelance ou advisor, donc qui donneraient un petit peu de leur temps ou qui sont des consultants extérieurs. N'oubliez pas aussi ces mécanismes qui sont vraiment importants pour intéresser des personnes au capital sans les faire rentrer au capital. Et la différence est quand même énorme parce qu'une personne qui entre au capital a des droits, a des actions, a des droits économiques, a des droits de gouvernance. Normalement, devrait être signataire du pacte, justement pour se protéger et bien sécuriser le projet. Mais c'est important aussi de bien sélectionner qui entre au capital et qui peut être intéressé au capital, mais via des événements futurs.
Là-dessus, que ce soit le BSR pour Friends and Family, c'est vraiment un mécanisme intéressant pour ne pas faire entrer les personnes au capital tout de suite. Et même chose avec les BSPCE, BSA, qui sont intéressants pour intéresser, deux fois intéresser, les personnes clés et les talents. On va reprendre ce terme très RH. Mais attention de ne pas faire entrer tout le monde au capital, ça c'est vraiment important. Et si ça fait vraiment partie d'une certaine façon de la négociation, euh, attention aussi à ce que ce soit un minimum du capital. Par exemple, pour des advisors, ce que je vois 90% du temps, c'est des personnes qui ont entre 1, 2, voire grand maximum 3% du capital pour des éléments clés. Mm. Enfin, corrige-moi Valentin, mais c'est quand même très rare d'avoir des personnes qui ne sont pas des cofondateurs dirigeants, l'équipe qui est plus que voilà, 1, 2, 3% du capital. Ouais, carrément, bah, surtout même pour compléter ça, c'est dans tous les cas, quand vous allez envoyer des documents, que ce soit à la BPI, bancaire, etc., à un moment, c'est sûr qu'il y aura la question, bah, envoyez-moi votre table de capitalisation pour que je puisse voir qui est le dessus, etc. Et ça serait presque étrange à l'inverse de voir une personne qui, imaginons, je prends l'exemple, à 15%, mais qui est advisor. La question pourrait tout de suite se poser en disant, ouais, outre que le fait, alors oui, de vous conseiller, guider, concrètement, qu'est-ce que fait cette personne dans la société? Donc il y a aussi cette notion de euh, ne pas non plus trop donner s'il n'y a pas un vrai réel intérêt d'apport de connaissances, expertise, etc., autre que la partie advisor. Par contre, avoir des advisors, c'est très bien parce que ça vous permet de montrer que vous êtes accompagné. Mais je rejoins le point de Raphaël. La question, c'est si vous avez beaucoup, enfin, s'ils sont beaucoup trop majoritaires, la question va vraiment se poser de très bien, mais qu'est-ce qu'ils font concrètement dans ce point-là? Et du coup, ouais, c'est des sujets à regarder. Et dans tous les cas, tout le monde, hein, tous les acteurs, que ce soit même VC et autres, à la fin, tout le monde vous demandera qui est avec vous dans le bateau au niveau de la table de capitalisation pour littéralement en fait, faire un audit, aussi simple que ça, et comprendre qui est où, qui fait quoi, à quel moment, etc. Donc, c'est vraiment des sujets très intéressants. Idem aussi, que, si on reprend l'exemple des BSPCE, aussi pour montrer est-ce que vous avez des personnes dans l'équipe qui ont engagé avec vous, qui ont vraiment de l'intérêt à voir le projet encore plus grandir, etc. Ça, c'est vraiment des sujets qui vont être regardés et qui vont être demandés quoi qu'il arrive. Même pour nous, pardon, même pour nous, quand on fait nos audits avant de lancer les dossiers, nous aussi, on le regarde ça. Oui, complètement. Oui, même avant même d'aller voir les banques ou les Exact. investisseurs, c'est les C'est premières ça. questions à se poser. Pareil, si vous êtes accompagné par voilà, vos comptables, experts comptables, avocats, euh, vous retrouverez toujours ces mêmes questions de qui fait quoi exactement et est-ce que c'est justifié d'avoir une telle proportion du capital. Tout à fait. Et une chose qu'on n'a pas encore abordée sur le pacte d'associés, on a parlé des rôles, on a parlé de la répartition du capital, des choix de gouvernance, que ce soit en fait très clair pour vous comme pour l'extérieur qui prend les décisions, qui est à plein temps, n'est pas à plein temps, fait partie des fondateurs, donc ce n'est pas un terme juridique, mais vraiment pour comprendre les personnes en charge du projet et qui ont la majorité du capital qui est actionnaire minoritaire, qui est plutôt advisor équipe, voilà, qui font fonctionner le projet, mais qui ne sont pas au capital. Donc ça, c'est vraiment important que ce soit très clair pour vous et très clair dans vos présentations. Mais une chose qu'on n'a pas encore abordée du pacte d'associés, c'est aussi de prévenir, ou du moins oui, de prévenir des conflits futurs. Ça, on le garde un petit peu pour la fin parce que forcément, quand on crée le projet, qu'on est au début, qu'on va chercher des subventions, c'est tout beau, tout nouveau. Mais attention aussi, le pacte d'associés, dès que vous êtes deux au capital, ça vaut le coup d'en mettre un en place. Même si derrière, vous allez faire une levée de fonds, aller négocier quelque chose avec des investisseurs, ça vaut le coup tout simplement pour s'assurer de qui fait quoi, qui a quelle responsabilité et surtout, s'il y en a un qui s'en va, que ce soit dans un cas de conflit ou à l'amiable, de comprendre ce qui se passe. Est-ce que la personne qui s'en va est forcée, par exemple, de vendre ses actions? Comment est-ce qu'on va pouvoir négocier le prix? Est-ce que, au contraire, quand c'est un départ à l'amiable, on permet à la personne de rester au capital? Là, on revient sur notre sujet de avoir une personne qui n'est plus opérationnelle, qui n'est plus dans le projet et qui a 10, 15, 20% du capital. Attention, là, tout de suite, on revient sur les questions que vont poser les institutions comme les investisseurs privés. Donc, le pacte d'associés, c'est aussi très important. On revient sur un peu notre question, comment sécuriser la startup. C'est non seulement
de bien cadrer qui fait quoi, quelles sont les relations entre chacun et les responsabilités de chacun, mais aussi qu'est-ce qui se passe s'il y en a un qui s'en va. Et encore une fois, je parlais de conflit parce que forcément, c'est là où il peut y avoir des blocages, que ça peut être compliqué ensuite pour le projet. Mais même en cas à l'amiable, d'une certaine façon, une personne se désintéresse du projet, ne veut plus être à plein temps, a d'autres opportunités, que sais-je. Dans ces cas-là, il faut quand même bien prendre en compte ce cas et l'avoir dans son pacte d'associés. Donc le pacte d'associés, c'est vraiment les que faire de ces actions, qu'est-ce qu'on peut faire, les droits économiques, les droits de gouvernance qui en découlent, mais aussi les cas de conflit, les cas de départ. Voilà. Je voulais aussi finir là-dessus avant de passer sur peut-être ouvrir à des questions si vous en avez, parce que là, on a parlé de faire entrer un cofondateur, mais comment faire en sorte aussi de faire partir un cofondateur de la meilleure des façons. Ouais, c'est ça, et même pour compléter, même si là, c'est pas mon domaine d'expertise, même pour vous, vous avez soit la société est déjà créée, mais vous allez vous lancer dans l'entrepreneuriat qui va vous prendre, on va pas se mentir, beaucoup de temps de votre vie, hein, ça, et c'est indéniable. C'est même au moins pour vous protéger et être sécurisé au moins sur ces sujets-là, ou s'il y a un départ ou autre, vous savez ce qui se passe et vous êtes entre guillemets moins en danger et peut-être potentiellement moins de stress qui va vous être mis sur les épaules à ce moment-là, si c'est une mauvaise étape, on va dire, à ce moment-là. C'est surtout ça. Mm, mm, mm. Ouais, tout à fait. Et comme il est déjà 11h50, est-ce qu'il y a des questions à nous poser aujourd'hui? Est-ce que Valentin, tu vois des questions dans le chat Ah ou ouais. est-ce que tout est très clair? Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Il y avait juste une question, ça allait être, si l'enregistrement va être rediffusé, alors il sera bien sur la chaîne YouTube de Cinégas France. Ça, c'était la première question. Je sais pas Et si... on va aussi l'envoyer, oui, oui, l'équipe enverra à tous les participants Ah, très bien. l'enregistrement. Bon, Là, parfait. on a enregistré tout le... Bon, Donc oui, vous pourrez y revenir. Et bien sûr, si vous avez des questions a posteriori, une fois d'avoir digéré un petit peu toutes ces informations, surtout n'hésitez pas à nous contacter. On sera ravis de vous répondre et de vous aiguiller. sans problème, ouais. Pour l'instant, pas de questions. Donc, je pense que c'est bon, tout bon, du moins pour l'instant. Il y aura peut-être des questions par la suite. N'hésitez pas, dans tous les cas. Vraiment, il n'y a pas de sujet. On est disponible pour répondre à toutes les questions sans problème. Super, Bon, bah. parfait. Est-ce qu'il y avait un dernier sujet, Valentin, sur lequel rebondir ou qui est vraiment important pour le mot de la fin d'une certaine façon? Non, c'était un peu mon petit mot de la fin de tout à l'heure, mais ouais, vous allez passer beaucoup de temps au niveau de l'entrepreneuriat, ça va vous prendre beaucoup d'énergie, beaucoup de patience, on va pas se mentir. Mettez toutes vos armes de votre côté, que ce soit au niveau du pacte d'associés, d'un point de vue juridique, d'un point de vue comptable. Pensez du coup à tout ce qui pouvait être côté non dilutif, c'est des petites enveloppes que vous pouvez aller chercher en complément. Dans tous les cas, ça viendra toujours en second. C'est d'abord vous faites l'effort et ensuite on vous accompagne à côté. Mais c'est toujours des enveloppes qui peuvent être déterminantes et qui peuvent vous aider à accélérer à ce niveau-là. Donc non, non, prenez le temps de ça pour au moins bien commencer au niveau de l'entrepreneuriat, surtout ça. Et du coup, je vois une question de Guillaume, c'est quoi les clauses du pacte d'associés qui pose le plus souvent problème auprès des VC? Et quelle solution pour les fondateurs qui veulent rester en 50-50 du capital? Je pense que ce sera plutôt pour toi, Raphaël, à ce niveau-là. Oui, oui, bien sûr. Alors, les clauses qui posent problème, moi, je pense plutôt aux clauses qui n'apparaîtraient pas, ce qui pourrait poser problème. Donc, dans les clauses à forcément avoir, c'est notamment cette clause de départ. Donc, on peut aussi voir les termes anglo-saxons de good leaver, bad leaver. Donc, c'est vraiment de comprendre en cas de conflit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a bien un rachat des actions de la personne qui part qui est prévu? Comment sera négocié le prix par action dans ces cas-là pour éviter tout blocage? Ça, c'est vraiment ce qui me vient à chaud, voilà, qui est le plus important. Ensuite, il faut bien sûr que le pacte ait les clauses assez classiques de comment est faite la gouvernance, donc qui est dirigeant, qui est nommé président, directeur général. Est-ce qu'il y a une gouvernance autre? Donc sur certaines décisions, est-ce que il faut que ce soit les deux effectivement à 50-50 qui soient d'accord, ou est-ce que l'un peut avoir la main sur l'autre? Je dis ça parce qu'en fait, le pacte ne va pas forcément se référer à la détention, à la détention du capital de chacun. Donc, on peut
mettre une clause de gouvernance dans le pacte en indiquant que pour, je sais pas, modifier l'activité de la société. Donc, prévenir des pivots peut-être, ou voilà, d'étendre l'activité à d'autres choses dont on n'aurait pas forcément, qui ne seraient pas forcément prévues au début à la création. Là, dans ce cas-là, il faut avoir l'accord, il y a un droit de veto pour le fondateur numéro un, parce que c'est cette personne-là qui devrait décider de cette chose-là. Par exemple, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place. Après, de toute façon, il faut voir les dirigeants et l'équipe dirigeante comme un seul bloc. Donc en fait, les investisseurs, notamment les VC, ils veulent s'assurer qu'il n'y ait pas de conflit entre les dirigeants et que les dirigeants aillent bien dans la même direction. C'est un peu bateau à dire, mais aillent bien dans la même direction, savent où ils veulent aller et surtout qu'ils sachent résoudre des mésententes ou des différences de point de vue. Donc là-dessus, c'est vraiment avoir des clauses sur la préemption, c'est-à-dire s'il y a une des personnes qui veut vendre ses actions, faire entrer quelqu'un au capital, ça l'oblige à notifier tous les autres. Si vous êtes quatre au capital, quatre signataires du pacte d'associés, s'il y en a un des quatre qui veut faire rentrer son cousin, globalement, il ne pourra pas le faire parce que les autres seront notifiés et lui diront ce n'est pas une bonne idée. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir de la préemption, d'avoir peut-être une clause d'agrément dans un pacte. Ça rejoint la clause de préemption. Donc vraiment de contrôler qui entre au capital et de contrôler qui sort et comment. Ça, c'est vraiment les points, je pense, les plus importants dans un pacte. Parfait. Bah, je pense que c'est... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, sur ça, il y en a pas d'autres questions. Guillaume te remercie du coup. Je sais pas si tu as le chat, mais du coup, Guillaume te remercie. Euh, Super. Sinon, non, parfait. Parfait, parfait. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Dans tous les cas, vraiment, vous pouvez, que ce soit LinkedIn, nos mails, etc., il n'y a pas de sujet. Vous pouvez prendre contact avec nous sans problème s'il y a n'importe quelle autre question. Super. Merci Valentin. Ah, est-ce Et qu'il y a... merci à tous de nous avoir suivis sur ce sujet du pacte et de la répartition du capital aujourd'hui. Exactement. Merci à toi, Raphaël. Et puis, bah, au plaisir pour un prochain, sans problème. Ouais, à très bientôt. À très Merci. bientôt. Au revoir.